Et le temps a passé. Les Guibel étant guéris, moi je travaillais chez Farman. Avec le marin, je retrouvais ces histoires. Alors toujours laid, et non pas laid, mais là, même histoire. Bouffait de moins en moins parce qu'il s'était rendu compte qu'en bouffant il fallait chier et qu'en chiant ça allait pas. J'avais essayé de lui faire comprendre que, enfin dans ce que je croyais, dans ce que, non pas ce que j'avais appris, mais mes déductions, c'était qu'un type qu'il bouffe ou qu'il bouffe pas, de toute façon il chie. Alors lui il refusait de croire ça. En mangeant très peu, il chiait très peu, il faisait des petites merdes, et à ce moment-là, il ne ferait pas sortir sa poche à tabac. Et puis, ça a duré ce que ça devait durer. En fait, ça a été très vite. Moi, je continuais à travailler la nuit. Et un matin, au petit jour, il s'était couché très bonne heure, à peine arrivé. Il avait une sale gueule. La veille même, le matin quand je l'avais réveillé, il m'avait dit, je m'en fous, je reste là, j'ai envie de dormir toute la journée. Je lui avais dit, mais c'est pas possible. Les gars vont venir, et puis tu peux pas rester là à dormir une journée. Et jusqu'ici, moi, je dormais pratiquement pas. À peine le jour, très peu la nuit. Mais ça allait, j'avais un petit rythme. Le matin, je l'avais vraiment sorti en le brusquant. Il m'avait engueulé, quoi. T'es pas sensible, il m'avait dit. Je lui ai dit, allez bien, tu sors, et puis c'est tout, quoi. Si tu veux, tu viens à la maison, et tu peux pas rester ici. Puis une fois dehors, avec un petit peu d'air qui l'avait fouetté au visage. On était à la fin de l'hiver. Ça l'avait un peu revigoré, quoi. Alors il prenait pas l'autobus, il rentrait toujours, dit-il, à pied, je sais pas où il allait. J'ai jamais voulu le suivre. Enfin, j'avais pensé une fois le suivre, mais ça m'a semblé être une déambulation un peu trop longue pour moi. Je l'ai laissé reprendre son petit chemin que je connaissais. Lui aussi, c'était les quais. Moi, j'allais en remontant la Seine vers Saint-Cloud, et lui, il allait en la descendant vers le pont d'Anières ou Puteaux. Il marchait un peu en titubant. Pourtant, il n'avait ni bouffé, ni bu. Et il n'avait pas chié comme de temps en temps il chiait en dessous l'établi. Il chiait dans un bout de papier, puis il me demandait d'aller le jeter. C'était devenu de plus en plus léger, mais très humide. Alors je l'ai regardé un petit bout de temps comme ça. Il avait repris une démarche que je lui avais connue dans le début, titubante, mais comme le père, comme beaucoup de types en avaient, mais que lui avait davantage. Parce qu'il était un marin, alors il dansait, quoi, sur les vagues. Puis j'étais rentré chez moi, un petit peu roupillé, un petit tour l'après-midi dans le quartier. Très préoccupé par le marin. Alors le soir, à peine arrivé, il avait plongé sous l'établi. Et de temps en temps, c'était plus fort que moi, il fallait que je regarde en dessous l'établi. Les gardiens nous avaient oubliés, ils savaient qu'on était de l'entretien, on ne venait pas dans notre coin nous chercher. Puis il y avait des tas d'emmerdements dans l'usine, il y avait des sabotages, des trucs comme ça, qui ne venaient pas du tout de notre secteur à nous, d'où on était pour eux des types réguliers. Mais disons toutes les heures, je me suis mis à le regarder. Puis à minuit, après avoir cassé la graine, je suis revenu, j'ai regardé en dessous. Il y avait la petite lampe qui était restée allumée. J'ai vu le marin avec sa casquette sur les yeux, sa bouche ouverte. Alors je l'ai un petit peu secoué, j'ai dit, hey, marin, faudrait avaler une petite bouchée maintenant, allez. J'ai secoué, mais il ne répondait pas. Alors je me suis foutu à genoux, puis j'ai relevé la casquette, puis il avait les yeux mi-clos. J'ai pas été long à piger ce qui se passait. J'ai cru une seconde, et c'est ce que j'ai pigé, qu'il venait de tomber dans les pommes, quoi. Alors j'ai tout de suite passé la main dans le froid, puis j'ai tâté en dessous. Je venais de me dire, ça a dû éclater. Mais je l'ai retrouvé, je l'avais jamais touché. Une fois il avait voulu, mais c'était pas possible. Alors j'ai pris ça entre mes doigts. Alors en le touchant, ça ressemblait plutôt à un morceau de foie. Un morceau de foie, quand on le met dans la poêle, c'était devenu froid. Il n'était pas tombé dans les pommes. Il n'y avait pas d'hémorragie. Le marin, il venait de faire un sale coup. C'était fini. C'était fini.
Il fallait que je le sorte de là, avant qu'il durcisse, puis que je le traîne par terre dans un coin, que je lui foute une manivelle dans les pattes. Alors j'ai mis un tournevis, puis dans l'autre main, une pièce que j'ai trouvée là, un contacteur. Puis je l'ai un peu accroupi, un peu torsé, un peu plié. Puis je suis allé aux chiottes. Et alors là, j'ai tout fait. J'ai chié, j'ai dégueulé, j'ai pissé. Puis je dis maintenant, il faut que j'y aille. Alors j'ai fait celui qui revenait dans le petit coin. Je me suis arrangé à sortir une petite cigarette de la poche, puis à me faire voir par un autre, à qui j'ai demandé du feu, à qui j'ai dit, le mec qui gratte avec moi, je crois qu'il n'y en a pas pour longtemps à le voir sortir de l'usine parce que il veut pas bouffer depuis plusieurs nuits. Et... alors il me dit, oh bah c'est un vieux quoi, c'est les vieux, ça a de la résistance. Alors je dis, non mais il a une sale gueule. Et lui, il me dit, ouais mais on le dit, ça se voit. Et je l'ai laissé, je suis revenu. J'ai fait comme si je le découvrais, je suis sorti comme une flèche. Le type que j'avais croisé n'était plus là. Je suis allé au bureau d'embauche, où il y avait toujours les gardiens, la nuit. Et j'ai dit, les gars, venez vite, il y a le copain qui vient de s'écrouler par terre. Puis tout le paquet m'a suivi. On a retrouvé le marin là dans son coin. J'ai dit, voilà, il est là. Qu'est-ce qu'il a? Alors ils se sont penchés, ils l'ont touché. Puis ils m'ont dit, il est pas bien, dis donc, il est presque froid. Alors moi je l'ai touché aussi. Je dis, mais c'est pas qu'il est presque froid, c'est qu'il est froid. Alors comment c'est arrivé? Bon, tout le baratin, je dis, moi je suis allé bouffer à la cantine, quoi, à minuit. Il y a une demi-heure, je sais pas, il y a une heure. Et puis je suis allé pisser, puis j'ai fait un petit boulot, et je reviens, puis je le trouve là. Alors ils l'ont étendu sur le sol. Et c'est tout, il n'y avait pas autre chose à faire, ils l'ont embarqué, puis on n'en parle plus. Or c'était un sale coup, un sale coup entre les sales coups. Alors j'ai appris ça à la maison, quoi, il fallait que j'en parle, alors j'en ai parlé un peu avec tout le monde. Et puis voilà, quoi. J'ai tassé ça dans un coin. Puis c'est revenu maintenant. Enfin, pour revenir à l'appartement, je m'y suis vraiment mal fait. Il fallait que je trouve un petit brin de bout de bois ou un petit brin de ficelle, puis que je remonte le lent. Et à l'usine, une fois j'ai passé la visite. Il y a une visite médicale pour tous les jeunes qui avaient moins de 20 ans, qui étaient comme moi, qui avaient 18, 19 ans. Et j'étais resté à travailler le soir. La nuit, ça me plaisait, j'étais un peu comme un oiseau. Et en passant la visite, le toubib qui me sculpte me dit, t'es pas épais. Ah, je lui dis, oui, c'est pas une nouvelle, je le sais, je suis pas épais. Alors il me dit, tu fais du sport? Je lui dis, non. Tu es fatigué quand tu fais un effort? Je dis, oui, un gros effort, ça me fatigue comme tout le monde. Il me dit, tu vois ça. Et alors il me prend les bras, les biceps. Il me dit, ça, faudrait que ça devienne plus gros. Et puis ça aussi, il me tape sur les cuisses. Puis il me dit, là, il devrait y avoir des muscles. Et puis il me tape vers les nichons. Ah, mais je ne pense pas que tu arriverais en faisant que du sport à te donner du poids, mais tu travailles la nuit. Eh bien, le soir, avant de venir au boulot, tu devrais t'aérer un peu, marcher un peu. Si tu fumes, tu devrais arrêter de fumer. Te nourrir, comme on peut se nourrir en ce moment, mais essayer de te nourrir davantage. Tu gagnes assez ta vie et t'es chez tes parents. Oui. Eh bien, tu devrais expliquer ça chez toi, à tes vieux. Et c'est comme ça. C'est vraiment aussi simplement que ça. Qu'après m'être regardé des quantités de fois,
dans une glace, avoir trouvé, quand je faisais mes fameux petits mouvements pour faire venir les biceps, que j'en avais pas. D'en avoir été en même temps fier et gêné. Au point, enfin ça je l'ai déjà dit, de ne jamais être le torse nu, même quand l'été il faisait très chaud, dans la cave. Seul mon père, ma mère me connaissaient la poitrine. Grâce à... Oui, je dois dire grâce à cette toute petite chose d'un médecin qui passe une visite et qui avait eu la gentillesse de me laisser rentrer, alors que tous les autres avaient le torse nu, de me laisser rentrer dans ce qui tenait lieu de cabinet, de sculptation, dans l'infirmerie de l'usine, qui m'avait laissé, qui n'avait rien dit. Parce que j'étais rentré avec ma veste sur le dos, alors que les autres me charriaient. Allez, montre-nous un peu tes biceps. Alors la grandeur, il y en a qui m'appelaient fil de fer. Puis je m'étais défait devant lui et il n'avait rien dit. Et alors donc grâce à ça, sans qu'il s'en rende compte, parce qu'au fond il devait peu espérer que je me mette à faire ce qu'il faisait et il n'y croyait pas beaucoup. J'ai viré, carrément. Et j'ai pas attendu 8 jours pour virer. Ah non. Le jour même, j'attaquais des premiers mouvements. Je m'embusquais un peu près de la péniche, où il y avait la CBB. Puis je regardais les mecs qui plongeaient, qui avant de plonger, qui après avoir plongé, qui après avoir nagé, se mettaient à faire des mouvements. Ah, ils étaient beaux, ceux-là. Ceux-là, je les connaissais, mais je n'allais plus les voir. D'abord, ils me faisaient chier parce que c'était le club, mais en même temps, ils me faisaient chier parce que, vraiment, ils étaient beaux. Alors, ils faisaient marcher les muscles. Puis j'ai essayé de repérer parmi tous ceux-là, celui qui, enfin, disons, qui était la plus planche à pain. Alors, je l'ai trouvé. Je le connaissais, il avait à peu près mon âge, ses vieux étaient pipelets aussi. Eux, ils n'étaient pas grimpés dans les étages. Alors que lui, il avait hérité, au lieu d'avoir la cave, il avait une petite chambre de bonne. Mais qui n'était pas tout en haut, qui était une chambre de bonne dans le fond d'une cour. Encore une cour. Alors je l'ai laissé terminer ses petits exercices de baigneur. Il se mettait dans un coin, il n'était pas avec les autres. Enfin, pour se baigner là, il fallait qu'il fasse partie du club. Je l'ai vu sortir de l'eau, une dernière fois, comme j'ai compris. Il s'est essuyé avec sa serviette. Il était plus gros que moi. Mais à côté des autres, ça jurait. Il s'est habillé dans une cabine, il est ressorti, il est passé par la petite passerelle de la péniche. Moi, je m'étais un peu planqué derrière un arbre. Puis quand il est arrivé à côté de moi, il s'appelait Bellard, Jean Bellard. Alors, alors salut. Alors ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu, bon. Alors les questions, qu'est-ce que tu faisais là et tout. Je dis, ben non, je te regardais. Oh, il me dit, ouais, mais tu me regardais, mais t'as dû te marrer. Je lui dis, oh non, je me marrais pas, je t'ai vu plonger, je t'ai vu, oh, mais tu parles plonger, et quand je plonge, je me fais des plats, à chaque fois je deviens rouge comme un écrevisse. Je lui dis, ça te plaît? Il me dit, oh bah ça me plaît. Ouais, il faut que je le fasse. Alors je lui dis, il faut que tu le fasses parce qu'il y a une raison précise. Alors il m'a regardé, puis il m'a dit, viens, on va discuter, on va s'asseoir. Alors on s'est assis un peu plus loin de la péniche. Puis on regardait tous les deux un peu en douce comme ça. Les gars qui plongeaient sur le premier tremplin à 2 mètres, le troisième tremplin à, je sais pas, 4 mètres, 5 mètres. Les gars qui faisaient des vrais sauts, puis qui tombaient bien dans la flotte, la tête la première avec les bras bien en avant. Il m'a dit, ouais, ça c'est des mecs, il me dit. Alors je l'ai laissé parler. Je lui ai dit, t'as envie? À un moment donné, je lui ai dit, t'as envie de savoir plonger comme eux? Il me dit, non, moi je vais te dire ce que j'ai envie. Il dit, j'ai rien à cacher, hein. Bon, on est à peu près pareils tous les deux, quoi. Ah, je lui dis, ah non, ça c'est pas vrai, on n'est pas pareil. Si tu veux parler de la barbaque, moi j'en ai pas beaucoup. Il me dit, ouais, moi non plus, j'en ai pas beaucoup. Alors je dis, mais pardon. Moi je t'ai vu sortir de la flotte. Oh, il me dit, tu parles, je suis une vraie planche à pain. Je dis, une planche à pain, c'est possible. Alors moi je sais pas à quoi, mais je suis une autre planche. Non, c'est pas vrai. Je dis, tu vois, je vais te dire. C'est pas vieux, hein, ça s'est passé aujourd'hui. Il y avait une visite. Alors il y a le gars, là, le toubib, il m'a dit quelque chose. Lui, il me l'a dit comme ça, quoi.
Parce que c'est un brave zig, sans doute. Seulement moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et si je réfléchis bien... Alors, je vais pas te raconter tout ça maintenant. Mais si tu veux, je vais te sortir ça... un petit groupe, quoi. J'ai eu des tas d'idées. Et vraiment, hein. Depuis que je suis gosse. Bon, alors j'ai la vieille qui est malade, tout ça. Bon, moi aussi j'étais malade. Moi je jouais pas. Enfin, tu te rappelles. Seulement je suis... Ça je l'ai trouvé une fois, je suis un type très nerveux. Très nerveux, j'ai des rêves. Alors lui il me dit, moi aussi j'ai des rêves. Je dis, bon, bah, enfin laisse-moi parler. Hein. Moi la nuit je suis très agité, très coléreux dans mes rêves. Je vois des tas de trucs, je m'attaque à des bêtes avec des couteaux, puis il y a mon couteau qui se casse quand je rentre ça dans la peau, alors je ressors le petit bout de couteau qui était rentré dans la peau, puis j'écarte avec mes ongles, et puis je tue la bête. Mais alors des bêtes énormes, moi je sais pas, Alors lui il me souffle, et puis il me dit, des lions, j'y penses-tu pas des lions? Les lions c'est fini, j'en suis aux éléphants, tu sais, je m'attache à tout, il y a des gros arbres, je prends les arbres, je me mets à les secouer, il y a les fruits qui tombent, et puis d'un seul coup, j'arrache l'arbre. Alors je me réveille, je suis un peu en sueur. Bon, enfin ça c'est des rêves, disons, hein. Puis dans la journée, ben il y a des moments où ça me prend. Puis j'ai rencontré des tas de mecs, enfin on rencontre tous des tas de mecs. Tout ce que j'ai rencontré jusqu'ici, alors là, pas de peau, hein. Ça fond comme du saindoux dans une poêle. Alors il allait demander quelque chose, je dis non, laisse-moi. Après je me suis trouvé, alors je sais pas comment appeler ça, tu sais, des moments ou des machins, Alors lui il me dit des circonstances. Je lui dis ouais c'est ça, dans des circonstances. Ouais, exactement ce que tu dis. Avec alors encore des idées, quoi, puisque j'ai vraiment des idées. Je veux pas dire que j'aime pas boulonner et tout ça, j'en suis arrivé maintenant, le boulot c'est le boulot, et puis c'est tout, quoi. Je n'ai pas trouvé dans le boulot, j'ai pas encore trouvé qu'on pouvait boire, tu vois. J'ai essayé un petit peu, parce que moi enfin c'est comme le tien, quoi, ça boit, mais... Non, puis de toute manière je tiens pas le choc, hein. Si j'ai bu 2-3 godets, c'est fini, quoi, tu peux me ramasser avec une petite cuillère. Alors à un moment donné, je me suis trouvé coincé entre des murs. Enfin des murs, je vais pas te dire... enfin pas des murs dans une pièce, pour moi tu sais comment on vit, quoi. Et puis maintenant, alors on n'est plus dans une pièce, maintenant on est dans un véritable appartement, dis-tu. Si tu voyais ça, dis on a un appartement, 17 pièces. Là-dedans, quand tu gueules, ça fait l'écho, t'entends ouh derrière. Puis le vieux et la vieille, disons qu'ils ont changé, ils sont devenus... je sais pas moi, un peu des lavettes, tu sais... Enfin, le père moins que la vieille, mais la vieille, c'est pas croyable. Une vraie locataire, alors. Hein. Avec le courrier qu'elle demande, avec... il y a l'heure, enfin, elle attend, il n'y a pas de courrier. Je me demande si elle s'envoie même pour des lettres. Enfin, c'est un peu comme l'oncle avant. Enfin, ça marche pas très bien entre eux et moi, mais il n'y a plus d'engueulade, il n'y a plus rien. Maintenant, pour eux, je suis sorti d'affaire. Enfin, si tu veux, donc, je suis pas dans des murs maintenant. Enfin, c'est d'autres murs, quoi. Je retrouve pas la même... comme tu disais, la même circonstance, quoi. Enfin, j'ai eu un moment donné où vraiment je vivais entre des murs, mais 4 murs, mais très très petits, tu sais. Bon, puis après, ça a passé. Le mur, il est devenu plus grand, puis ça a été autre chose. J'ai eu... c'est ce que je te dis, j'ai eu des idées. À un moment donné, j'ai cru que j'allais redevenir tout petit, puis que j'allais rentrer dans le cul de la grosse. ouais, sans blague. Toi, ça t'est jamais arrivé, ça? Non, enfin, laisse-moi, toi, tu me raconteras après, hein. J'ai rencontré aussi un type une fois casquette. Tu sais, je m'étais mis à faire de la bicyclette, j'avais une bicyclette, et puis c'est fini, quoi. Puis le vieux l'a revendu maintenant, puis je m'en fous qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je m'étais mis à faire de la bicyclette. Bon, puis ça a cassé tout de suite, un peu à cause du mec que j'avais rencontré, puis un peu à cause de... Dans le fond, je m'essoufflais, quoi. Enfin, tout ça, si tu veux, ça c'est... comme tu dirais, toutes ces circonstances-là, ça s'est accumulé, quoi. Puis alors un peu le père, et puis tout ça. Jusqu'à ce que, moi de temps en temps, je me regardais, toi tu dis que t'es une planche à pain, moi je croyais que moi j'avais que des planches à pain, ça craquait partout. J'essayais de faire venir mes biceps, là, penses-tu, j'ai que dalle. Puis heureusement que je fais un boulot qui est pas trop crevant, parce que sinon, je pourrais pas y arriver. Puis alors aujourd'hui, quoi, tu vois, je raccourcis un peu le truc, hein, aujourd'hui je passe la visite, puis le gars il me dit, alors je m'énervais, je parlais avec ce bellard là, il avait du mal à me suivre. Alors je dis, tu vois, aujourd'hui il y a le Toubib, il me passe à la visite, quoi, puis il me dit, il faudrait faire des mouvements, faudrait mieux se nourrir, il faudrait s'aérer, qu'il m'a dit. Et alors d'un seul coup, j'ai compris. Enfin j'ai compris, j'ai compris, quoi, alors je suis venu là, quoi.
Et puis, j'ai regardé les gars qui plongent, qui nagent. Je me suis dit qu'après tout, je pourrais peut-être pas du tout me mettre à nager, quoi. Je sais nager. Mais dans mon coin, je pourrais faire des exercices. Alors, je voudrais te poser une question, quoi. Qu'est-ce que tu crois, toi? À ton idée, un gars comme moi. Bon, toi, tu dis que t'es pas très réussi, mais enfin, je voudrais bien être comme tu es. Tu crois que fait comme je suis fait, je pourrais te rattraper, quoi. Je pourrais arriver à être un peu mieux, quoi. En même temps, je serais moins coléreux, peut-être, et je ferais des mouvements, quoi. Comment t'as appris tes mouvements, toi? En dehors de savoir nager. Et c'était au tour de Jean Bellard de parler. Et j'ai découvert par lui que la culture physique qu'on nous avait fait faire à l'école, c'était une culture physique qu'on pouvait faire après, soi-même, chez soi, devant une glace, justement, avec des mouvements pour les jambes, des mouvements pour les bras, des mouvements pour la tête. Et puis il m'a même dit des mouvements pour le tronc. Alors je dis, ah oui, qu'est-ce que tu appelles il me dit, ben, le tronc, le buste. Assouplir, se reposer, en faire un peu plus tous les jours. Alors je lui ai posé ma question, je lui ai dit, mais c'est ce que tu fais? Il me dit, oui, c'est ce que je fais. Et j'ai reconnu que, enfin sans pouvoir me le formuler très exactement, c'est au fond ce que je m'apprêtais à faire. Et à partir de ce jour-là, alors vraiment le corps a pris tout à fait le centre de mon histoire. Je me suis mis à travailler en assouplissant mes mouvements. Si j'avais à faire un scellement pour un câble ou un truc comme ça, je ne faisais pas du tout ça avec élégance, mais je faisais ça avec souplesse, en calculant ma respiration, en l'expirant bien, en me relevant plusieurs fois sur mes jambes avant de reprendre la position du type à genoux. De temps en temps, je rentrais dans l'atelier. On n'avait pas remplacé le marin. J'avais assez de travail et on n'avait pas besoin d'un autre type alors. J'ai découvert les tractions sur les bras. J'ai découvert s'assouplir le tronc, comme il disait, en mettant tout le côté à droite, et puis ensuite l'autre sur la gauche, et puis ensuite d'avant en arrière, en passant par la gauche et la droite, en regardant très loin devant moi, en expirant, en vidant l'air de la poitrine, en faisant lentement rapprocher mes mains du sol. Les mois ont passé. Je demandais toujours des renseignements à Bellard. Je me suis mis à mesurer mes biceps. Je demandais à ma mère de me faire des plâtrés. Je lui disais qu'il fallait que tout soit converti en pain et en patates. Qu'il n'était pas possible que je mange des petites saucisses ou de cette espèce de bidoche qu'ils avaient mis en route à ce moment-là, qui était une sorte de saucisse de chien. Je dis non, tout ça, ça ne sert absolument à rien. Des patates, le midi et le soir, avec du pain. Le vin, je le donne aux vieux. Le tabac, je le lui passe. Mais lui qui me passe ses rations de pain, s'il peut, qu'il m'en passe un peu. Et puis du sucre, il me faut du sucre. Alors plus de café, mais il n'y a pas de café à l'époque. Et alors ma nourriture est devenue un véritable rituel. Je mangeais le buste très droit. Je mastiquais énormément mes aliments. Enfin mes patates ou de temps en temps mes pâtes. Avec mon pain, je faisais bien venir la salive. Je me décontractais l'estomac. Tous les matins, en sortant de l'usine et en revenant à la maison, il fallait que je chie. J'avais des heures pour pisser. Je rééduquais, si je puis dire, tout le circuit. Il fallait que ça fonctionne, que ça devienne une machine qui allait me servir. Ma mère au commencement a été... Alors elle a commencé par rigoler, bon. Après quoi, elle est arrivée très rapidement à dire je suis un peu dingue. Et puis j'ai demandé 1 centimètre. Et j'ai commencé à lui faire prendre le tour de ma poitrine, expirer, inspirer. Et j'ai noté. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, il faut que ça grandisse là-dedans. Alors elle a eu cette mauvaise parole, mais qui n'en était pas une en fait pour moi. Tu es comme moi, t'as pas de poitrine.
Ben, je dis, bah oui, mais moi je suis pas comme toi, moi je vais en avoir une. Alors elle m'a un peu abandonné. Dans ma chambre, le samedi et le dimanche, fenêtre grande ouverte, était comme hiver, qu'il pleuve ou pas, que ça gèle ou pas. D'abord je refusais le feu dans la chambre, on n'aurait pas pu m'en mettre, mais de temps en temps elle me proposait un petit coup de feu, je voulais pas. Fenêtre grande ouverte, sans trop me montrer pour que les autres ne me voient pas, je me mettais dans le fond de ma piaule. Et je commençais mouvement d'assouplissement, extension, expansion, etc. Bon. Rotation sur le buste, position en cigogne, le pied ramené près des fesses. Plus jamais je me touchais la queue, je m'interdisais les femmes et de toute façon j'en avais plus du tout envie. Je me mettais sur le dos pour retrouver mon calme. Je chronométrais mes pulsations. J'avais acheté un petit cahier sur lequel tout était noté, semaine par semaine. Semaine par semaine, je ne voyais pas trop de différence, mais de temps en temps, d'une semaine à une autre, ça passait d'un demi-centimètre à un autre demi-centimètre. Je me huilais le corps. Je prenais l'huile de la vieille. C'était fini les cheveux, c'était fini de me mettre du savon sur les cheveux, de me regarder, d'avoir un paquet de tabac dans le cou. J'avais une petite période de foulard très bien noué, en dessous qui sortait un peu comme une fausse cravate. Ma mère avait trouvé un par-dessus, alors je faisais l'élégant dans le quartier, mais en crachant par terre, en refusant les amitiés, en refusant les copains, en aguichant les filles, mais en les aguichant seulement, en essayant de les bécoter, de les frotter, puis après, crac, j'arrêtais, je me refusais ça. Alors là, tout ça a été terminé. Non, j'en étais à la période du muscle. Et les petits centimètres ont commencé à venir. Ça n'a apparemment pas demandé longtemps. Je suis arrivé à 19 ans. J'avais vraiment l'impression d'avoir un corps. Je me suis regardé devant les glaces plusieurs fois. Ma mère me voyait changer. Mon père me disait, mais dis donc, tu deviens un homme. Alors je dis oui, j'étais devenu un homme une fois, et puis maintenant ça change. Et puis j'avais des gestes qui étaient particuliers, la main qui était plus franche. Quand je serrais quelque chose, je le sentais. Le marteau correspondait à mon avant-bras. Puis de l'avant-bras, je sentais quand je tapais que le muscle se tendait, se détendait, se contractait. Je n'avais plus de crampes. Je pouvais faire des trous quand je n'avais pas besoin d'en faire. Je m'étais mis à faire des trous dans le fond de l'atelier, soi-disant pour faire rentrer un moteur dedans pour que ça vibre pas, un trou dans la pierre. Et je martelais ça rigoureusement, mécaniquement. Tout fonctionnait très bien. Je chiais comme il fallait chier, j'avais plus de problème avec mon anus. Je n'avais plus d'écoulement la nuit dans mes rêves. Mes rêves n'étaient que des rêves de puissance. J'étais à la tête d'une troupe de types qui étaient à poil. On débarquait dans des îles, on cassait des arbres, on se battait contre les bêtes. Les femmes nous faisaient du baratin, alors nous on était au-dessus des femmes. Plus de femmes, seulement du muscle. Et quand je sortais dans le quartier, quand je rentrais le matin, puis que je croisais ceux qui rentraient pour nous relever, je m'étais surpris pas du tout à les regarder d'un geste arrogant, mais à les regarder de la tête aux pieds. Je ne cherchais pas de noise à personne, mais j'étais prêt à répondre à tout appel, quel qu'il soit. Même à répondre à des questions, à devenir plus attentif. Parce que j'étais très attentif à moi-même, je me mettais peut-être à devenir un peu attentif aux autres. Mais je n'avais quand même qu'une seule manière de voir. En eux, pas chez les femmes, mais chez les hommes. Quand ils marchaient, ou quand un type jeune avait un ventre un peu gros, ou quand un type jeune avait les épaules un peu baissées, ou quand il marchait voûté, ou quand il suait. Je trouvais pour lui, sans la lui donner, la solution. Je disais assouplissement du tronc, normalement 2 mois, avec des expirations très profondes, se ramener le plus proche possible du sol, et puis ensuite se renvoyer en arrière, tirer les bras, les coudes, les faire presque se toucher, le tout devant la fenêtre ouverte. Supprime ton tabac. Tu as une petite bouteille dans ta poche, tu devrais aussi arrêter. La charcutaille, c'est très mauvais. Et puis tu ne chies pas régulièrement. Je trouvais pour lui, je posais le diagnostic pour ce type-là. Et je passais au suivant. Il y avait les tourneurs, toujours pensés sur leur machine. Je disais, normalement, ces types-là devraient, tous les quarts d'heure, arrêter leur machine, se relever. 10 aspirations. S'assouplir en faisant tomber des outils. Le buste ne travaille pas assez. Enfin, j'avais monté tout mon cirque. L'usine, le quartier, tout ce que je croisais, c'était en équation d'assouplissement, d'efforts calculés, dosés, avec une lente graduation.
un immense escalier de soi-même à monter. Fini de bien me coiffer, de faire attention si j'avais les ongles abîmés ou pas. Fini aussi cette période de propreté que je m'étais mise à avoir, de propreté apparente. Non, je voulais que tout soit propre. Je voulais que mes vêtements soient très propres, soient sans odeur. Et je me suis mis à espionner, avec beaucoup d'acuité, à la péniche en question, avec Jean Bellard que je voyais de temps en temps et qui était absolument estomaqué de me voir prendre les proportions que je prenais, qui m'avait demandé à lui montrer mes biceps, et là je ne me gênais plus de montrer que j'avais des bras. J'ai espionné à la péniche comment les types nageaient, quel était leur comportement quand ils étaient à poil, parce que je m'étais encore jamais montré à poil devant les autres, avec un slip. Alors j'ai transformé un slip en maillot de bain, puis j'ai demandé à ma mère de me le teindre, elle me l'avait teint en bleu. Puis j'ai foutu ce slip-là, je me suis regardé devant la glace, oui ça va. Et après avoir bien regardé les types à la péniche, je me suis présenté. J'ai dit, je travaille de nuit, il me faut peu de temps pour dormir le matin. L'après-midi, je serai tout à fait disposé, gratuitement, à faire, si vous en avez besoin, des mouvements de culture physique à des types. Alors le maître nageur qui était là, qui me recevait, qui était en même temps le gérant de la péniche, m'a posé des questions. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as appris ta culture physique, etc. Oh, j'avais appris la culture physique moi-même, mais grâce à Bellard, je connaissais les mouvements traditionnels, disons. Alors il m'a dit, bon, bah t'as un slip avec toi? Je dis, oui, bon, bah viens, tu vas tout à poil, et puis tu vas me montrer, ça tombe peut-être très bien. On avait 3 maîtres nageurs, et il n'y en a plus qu'un. Tu sais nager? Je dis, ouais, je sais très bien nager. Bon, bah tu me montreras ça aussi. Alors je me mets à poil devant lui, enfin je fous mon slip, et je commence ma démonstration. Alors, très à l'aise, je commence par les mouvements de respiration. Il me regarde faire, il m'écoute aussi. Puis ensuite les mouvements d'assouplissement, les épaules, le cou, les bras. Je lui montre comment on fait travailler les pectoraux tout seul, les dorsaux, les biceps, les avant-bras, les cuisses, les muscles, les mollets, les abdominaux. Je me mets sur le dos, je commence à faire un battement avec les pieds. Ensuite, je me relève plusieurs tractions, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20. Lui, il me dit, arrête, je dis, moi, je peux continuer comme ça jusqu'à 30. Alors, il me dit, tu es drôlement bien rodé. Je lui dis, oui, mais je fais ça tous les jours. Il me dit, mais oui, mais tu fais ça pour toi ou tu travailles avec une équipe? Je dis, mais pas du tout. Alors, pas du tout flatté qu'il me dise avec une équipe, mais je me dis, bon, ben, ça mord. Il me dit, alors, ici, bon, bah, alors, le mouvement d'assouplissement que tu fais, etc., oui, c'est bon, mais c'est plutôt pour des vieux qui voudraient en faire, et en ce moment, il n'y a pas beaucoup de vieux qui viennent se baigner, c'est surtout pour les gosses. Alors, les gosses, au mouvement d'assouplissement, il faudra évidemment les doser, il ne faut pas faire tout ce que tu m'as fait maintenant, il faut y aller. Je dis, oui, attends, je comprends très bien. Et apprendre à nager, tu sauras apprendre à nager. Je lui dis, oui, mais ça, c'est rien. Je lui dis, je n'ai jamais appris à nager, c'est la vérité. Il me dit, oui, mais enfin, connaissant les mouvements que tu connais, de toute façon, tu fais les mouvements de la brasse. Quand je dis, oui, ça, je sais. Il me dit, qu'est-ce que tu nages? Je dis, je nage la brasse et je nage un peu l'indienne. Il me dit, bon, alors, tu auras peut-être à apprendre à nager au crawl, là, des types. C'est rien du tout. Fais comme tu es fait. En 8 jours, je t'apprends tout. Et c'est la vérité. En 8 jours, tout a été parfaitement bien entendu entre lui et moi. Et j'ai connu mon affaire. Je me suis donc présenté la première après-midi, je travaillais la nuit. Le matin, je rentrais à toute vitesse chez moi. Je faisais du footing. Je me décontractais. La nuit, je travaillais un peu. Ensuite, je dormais sur un petit tabouret. Je me nourrissais donc comme je devais me nourrir. Je m'allongeais chez moi, je m'obligeais à dormir et je trouvais le sommeil. Je me levais, je faisais mes mouvements d'assouplissement. Et la première après-midi en question, c'était le mois de mai, parce qu'on ouvrait la péniche au mois de mai. Je me suis présenté avec une petite valise, une serviette dedans que ma mère m'avait donnée, mon slip, et puis 2-3 morceaux de sucre, puisque moi je marchais qu'au sucre. Avec un petit peu de monnaie dans la poche. Et je ne suis pas devenu un membre du club, ce qui ne me gênait plus du tout à ce moment-là, mais je suis devenu actif. C'est-à-dire que j'ai eu ma carte comme maître nageur culture physique, avec une sorte de petit contrat tacite verbal entre lui et moi pour la période de l'été. Et il me donnait les gosses. C'est-à-dire que l'après-midi, surtout le jeudi, le dimanche et le samedi après-midi, quand les enfants venaient, je devais en faire un petit paquet de 50.
en les prenant séparément 5 par 5 ou 6 par 6, pas davantage, en les mettant sur le salarium et en leur inculquant ce que je savais. En plus, la semaine, comme les enfants ne venaient plus et qu'il y avait aussi d'autres gars qui, comme moi, travaillaient la nuit ou ne travaillaient pas du tout, il y avait à apprendre à nager. Alors, étant donné que j'allais devenir le jeune, puisque l'autre maître nageur était un peu, enfin, avait une cinquantaine d'années, lui, le type en question, ne faisait plus le maître nageur alors qu'il était le chef du bateau, je devenais celui qui allait apprendre à nager à des adultes parouillés, à des types qui devaient bien apprendre, c'est-à-dire chaque leçon que j'encaissais mais que je donnais ensuite, qui me permettait d'avoir de temps en temps une petite thune, je devais leur apprendre les mouvements d'assouplissement, je devais les mettre en selle, en piste, en course, pendant une dizaine de jours avant d'arriver à la quinzaine ou vingtaine de leçons nécessaires pour leur apprendre la brasse. Mon problème, c'était seulement la brasse. Je n'étais pas là ni pour l'indienne, ni pour le crawl, encore bien moins pour la brasse papillon, pour le dos. Tout ça, je ne le connaissais pas, mais je devais en même temps m'y mettre. Et il m'a dit en même temps, si les choses sont possibles, j'essaierai de te faire passer sauveteur marinier. Oh, c'était vraiment, pour moi, la grande chose. Et le grand jour est arrivé. Je suis arrivé à la péniche, j'avais ma carte. J'ai mis ça, j'avais un petit vestiaire particulier, marqué en haut, vestiaire des maîtres nageurs, et moi j'avais le numéro 1. Il m'a dit, voilà, ça c'est ton vestiaire, tu mets tes fringues là-dedans, tu attends le client, il passe d'abord par moi, il me dit ce qu'il veut faire, je le mets au courant, verbalement, et toi, tu fais le reste. D'accord. La flotte, c'est quelque chose. Arriver à décider un adulte, un homme ou une femme, à rentrer dans l'eau, à les mettre directement dans le grand bain, là où ils n'ont pas pied, en les tenant attachés avec une ceinture qui pend à un bras, une sorte de petite grue en miniature, et d'être au-dessus et de les rassurer, de leur donner toute la confiance nécessaire d'une part que l'on a et que surtout on doit détecter en eux pour eux. Il avait été entendu que si c'était des hommes ou des femmes qui apparemment ne semblaient pas avoir un corps très souple, il fallait donc leur donner quelques rudiments d'assouplissement, de mouvements réglés parallèlement, c'est-à-dire pouvoir lancer les jambes et les ramener ensemble. Ne pas les plier ou en plier une et laisser l'autre raide, ainsi que les bras. Maintenir aussi la tête en dehors de l'eau. Enfin, moi, j'étais là, il était 2 heures. Peut-être que le premier ou les premiers viendraient à présent. Peut-être que demain après-midi, je n'aurais personne. Je décidais de plonger dans la flotte et de me mettre un peu dans le bar, justement. Alors j'ai évalué. Je me suis laissé couler dans l'eau, tout doucement. Je n'ai pas voulu plonger parce que je n'ai jamais été très fort là-dessus. Mais très rapidement, ça faisait quelques années que je n'avais pas nagé. Très rapidement, ça s'est revenu très très vite, en l'espace de 10 mètres, 15 mètres. Je retrouvais très bien ma loi, mon équilibre. Je lançais mes bras en avant et quand je les ramenais sur le côté en tirant l'eau, en poussant l'eau derrière moi, je relevais légèrement la tête et j'ouvrais la bouche en avançant le menton pour ne pas laisser rentrer l'eau dedans. Tous ces gestes que j'avais faits très machinalement pendant quelques mois en allant à l'école, c'était là d'ailleurs j'avais appris à nager, je les retrouvais très, très normalement. Comme si la veille je m'étais baigné et que depuis des années je n'avais pas quitté l'eau. Je me sentais dans mon élément. J'essayais la brasse, et puis après je m'asseyais à l'indienne. Et comme j'avais quelques vagues notions du crawl, je piquais mon petit 10 mètres ou 15 mètres. J'évoluais comme ça dans le bassin, sous l'œil assez amusé du patron qui m'avait reçu. Je venais toucher le bord, je le regardais, on échangeait quelques paroles. L'eau est froide. Je donnais un coup de talon, je repartais, la tête dans les bras, pour faire une longue coulée
Après quoi, je commençais à sortir ma tête très légèrement et je faisais le mouvement de la brasse, avec de grands coups de talon, les pieds très larges, très ouverts, pour me donner un mouvement puissant. Le bassin devait faire 50 mètres. Mon corps répondait avec une précision envoûtante à tout ce que je lui demandais. J'ai parcouru mes 50 mètres et le bout du bassin était fait par un bateau, un ancien bateau-mouche en ciment, désaffecté, qui était amarré à la berge, mais la coque vers la berge, et ensuite retenu pour ne pas suivre le courant par 2 grosses ancres. Lorsque j'allais à la piscine, car c'est là que j'avais appris à nager, j'affectionnais tout particulièrement de nager sous l'eau. Mais l'eau était claire et on voyait le fond. J'aimais beaucoup me jeter une pièce ou une pierre et aller la chercher. Et en arrivant à ce bateau-mouche, j'ai décidé de rentrer un peu sous l'eau. J'étais dans la direction du courant, du faible courant, parce que dans le bassin il y avait très peu de courant, et de descendre sous l'eau, jusqu'à ce que peut-être je touche un peu le fond. Et je suis arrivé avec mes mains à toucher le fond, mais surprise. Non, pas que je n'y avais pas pensé, je savais que le fond de la Seine était fait avec de la vase et de la terre. Mais j'étais quand même très surpris, parce que mes mains avaient été habituées, et la mémoire de mes mains était restée, que le fond de la piscine, quand je le touchais, que je ramassais ma pièce ou pas, que je nageais sous l'eau, pour pouvoir le quitter, je donnais un très grand coup de jarret, et je débouchais un dixième ou une seconde après à la surface. En sentant, en ayant ce contact avec la base, très vite, non pas peur, mais surpris. Je me retournais, je donnais un coup de jarret et mon pied s'enfonçait légèrement tout en me donnant l'élan que j'avais voulu, mais en le retenant quand même. J'atteignais la surface. Je repensais à ce que le patron m'avait dit. J'essaierai de te faire passer ton brevet de sauveteur marinier. Je sentais que là, il y aurait une petite difficulté, mais que très rapidement, je la contournerais. Tout de même, le fond, cette vase, ne me plaisait pas. Et même en étant très, très gosse et en jouant dans les mares, ce que j'aimais le moins, c'était de toucher la vase dans le fond de l'eau et de faire remonter cette boue, qui, comme des nuages, comme une fumée de cigarette, s'élevait et colorait la petite flaque. J'étais gêné, plus que gêné, inquiet. Brusquement, le fond disparaissait. Cette mince pellicule qu'il y avait dans les flaques, qui brusquement s'agitait, formait des membres, non pas des personnages, encore que quelquefois il y avait des personnages, mais comme d'énormes poumons qui s'étiraient, qui se reformaient, pour ensuite ne devenir qu'une tache opaque. Je n'aimais pas ça. Tout comme à la maison, quand l'eau montait, on avait droit à ça tous les hivers. À la fin de l'hiver, à la fonte de ce que mes parents disaient la neige et que j'avais beaucoup de mal à imaginer. Encore que la neige tomba de temps en temps sur Paris, mais elle fondait très vite. Je n'imaginais très mal une montagne de neige qui réussissait à faire gonfler la Seine et plus encore à faire remonter la Seine par les égouts et à arriver jusqu'à chez nous. Mais la première eau qui remontait n'était pas une eau... était une eau sale, mais pas aussi sale que quand elle avait séjourné dans la cave, et qu'il fallait barboter là-dedans avec des caoutchoucs qui n'étaient protecteurs que pour les résidus que l'eau avait entraînés avec elle, mais sinon, on en avait jusqu'aux chevilles, une fois beaucoup plus haut. J'étais très agité après. La première petite inondation, celle qui s'annonçait par des glouglous vers la plaque et qui lentement se mettait à crachoter par son trou,
C'était presque pas amusant, mais tellement intriguant que par le trou, je m'attendais à voir surgir des poissons. Il n'y a jamais eu de poissons. Il y a eu des rats après. Mais quand l'eau rentrait dans la cave et puis restait là à une très faible hauteur, quelques centimètres, quelquefois même pas, à peine venait-elle que déjà elle se retirait. Il fallait qu'elle... En fait, comme si elle respirait. Il lui fallait plusieurs jours pour s'installer vraiment. Après quoi, elle trouvait son niveau et elle ne quittait plus la pièce, elle ne quittait plus le quartier, la rue du Port. Les camions qui allaient décharger les péniches ne pouvaient plus descendre jusqu'au quai. Et elle restait, quelquefois 15 jours, dans la cave. Et à nouveau, elle se déposait. Je ne dormais plus dans la cave, mes parents non plus. Nous dormions tous dans la chambre de la grand-mère, qui était sa chambre de bonne à l'époque. Et quand on devait venir chercher quelque chose ou voir où elle en était, cette eau, ce niveau d'eau, et qu'il fallait descendre les escaliers, la terre était battue dans la cave, mais chez nous, ce n'était pas la terre. C'était des petits carreaux. On les voyait, on les devinait. Et mon père qui marchait devant moi, à grandes enjambées, remuait toute cette vase, cette petite vase, mais